La, on va jouer à Pokémon Détective Pikachu en croisière pour stopper le crime. Ok, donc il y a pas mal de petites choses qui se passent dans cet avant-dernier chapitre. On est proche de la fin, donc on s'est fait passer pour une cargaison de nourriture pour être livré au même endroit que le colis du R. Pour une raison qui m'échappe. À nouveau, je ne sais pas pourquoi on livrerait une cargaison de nourriture au même endroit qu'on livrerait le R. Mais bon, on a suivi le truc, hein, ça va pas changer ça, hein, on va faire avec. Et donc on s'est infiltré quelque part, on sait pas trop, mais on découvre assez vite que c'est un paquebot, le Prime Treasure. Un paquebot donc, hein, de luxe, où on va voir pas mal de gens... pas important, c'est juste des passagers qui sont là comme ça, et quelques nouveaux Pokémon. Il y en a deux qui m'ont un peu interpellé. Alors déjà, on voit, voilà, là c'est un principe que j'ai toujours trouvé un petit peu moyen, mais apparemment c'est le genre de petits détails superficiels qui semblent faire un petit peu plus avancer la gamme et permettre de vendre plus de peluches, de jouets ou une connerie comme ça. On voit un Rattata d'Alola. Et j'avais entendu parler de ça, c'est-à-dire que on refait, je crois que genre la première et la deuxième génération quasiment, mais version sprite différents, donc c'est pas les mêmes designs, etc. Mais c'est les mêmes Pokémon, mais ils ont des designs un peu différents, quoi. Et donc on rencontre à un moment donné un Rattata d'Alola par rapport à ça, histoire de rappeler que, de dire que ah ouais ça existe, ces Pokémon d'Alola, ça servait absolument à rien, mais voilà, c'est là. C'est juste avant d'entrer sur le pont où on découvre qu'on est sur un paquebot, on est obligé de parler à deux Rattata et on découvre un Rattata d'Alola, histoire de préciser que ça existe, ces Pokémon-là. Voilà, c'est un détail, je sais bien le dire, c'est histoire de dire, ah, vous voyez, comme on a un univers qui est grand et étendu avec tout type de Pokémon qui viennent de divers endroits, voilà. Ça servait à rien, mais c'est là. Bref, on découvre aussi un Pokémon qui m'a bien plu, qui s'appelle le Viscuse. Voilà, désolé si je le prononce mal, mais c'est comme ça que s'écrit Viscuse, qui est donc un Pokémon qui a une espèce de pseudo-tête de méduse et un corps assez flottant, et je trouve que ça fait classe déjà, et j'adore la façon dont ils sont utilisés dans cet univers, puisque ce sont des Pokémon serveurs, et punaise, ça le fait super, quoi. Ils déambulent, et ils servent donc ce qu'on commande, etc. Ça colle totalement à leur design. J'ai trouvé qu'ils faisaient super effet dans, dans le contexte. Voilà, donc... On va suivre un petit peu la trace de Kiss par rapport à ça, par rapport à ce paquebot. On va discuter avec énormément de gens qui nous diront rien du tout. Il va y avoir pas mal de discussions et d'allers-retours. Ça va être le côté un peu chiant de ce chapitre-là. Il va y avoir beaucoup de discussions et d'allers-retours. Donc voilà, on discute, ils savent rien de spécifique. Ils nous disent, ouais, c'est un paquebot de luxe, voilà, en gros... Voilà, à peu près la seule chose qu'on sait. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui disent, ah ouais, j'ai vu votre gars Kiss qui s'est rendu quelque part. Ah, bon voilà, on suit ça. Et on découvre qu'il est entré dans une salle qui est gardée par un mec et deux escrocos. Si je me souviens bien, ouais, c'est ça le nom. Voilà, c'est des noms de Pokémon de méchants, en gros, hein. Et on peut pas entrer comme ça, malheureusement, il va y avoir tout un délire pour arriver à franchir le pas de cette porte-là, comme ça, parce qu'on n'est pas invité, etc. Et donc, ça va demander du temps. Mais heureusement, Emilia est là pour nous aider. Comme par hasard, Emilia, notre copine, est toujours là. 6 chapitres sur 8, elle est là. Elle prépare donc une interview en n'étant pas accompagnée par Meiko, sa caméraman, ce coup-ci, c'est incroyable, mais par le président de la chaîne qu'on avait vu dans le chapitre 6, qui est toujours aussi stéréotype que d'habitude. Ah, c'est bien pour les affaires, dès lors que ça peut rapporter du fric, ça m'intéresse. C'est à peu près ça, hein, la seule chose qui transparaît, quoi. Hein, il essaye de faire passer une espèce de côté sociable, alors qu'en fait, il pense juste au scoop, etc.
Voilà, je pense pas une seconde que ce sera le grand méchant, mais je vous en parlerai de ça. Quoi qu'il en soit, Emilia a prévu certaines interviews, celui du capitaine du paquebot pour une raison X, je sais pas trop pourquoi, et surtout l'interview d'un des passagers qui s'appelle Gino, italien évidemment, qui dit qu'il est sur le point de trouver une nouvelle recette. Ça va être un tout petit peu important par la suite, et c'est le seul personnage un tant soit peu mis en avant, donc vous vous doutez où ça va nous mener ça. Mais bon, on n'en est pas encore tout à fait là, on doit donc un petit peu enquêter. Grâce à Emilia qui nous apprend certaines petites choses, notamment que elle a entendu qu'il y aurait un gala, une sorte de gala qui se passerait dans la fameuse salle où on peut pas entrer, et ben on va essayer d'enquêter un petit peu et on trouve rien. Tout le monde n'a pas grand chose à dire, personne ne sait grand chose dessus, donc voilà, on a parlé à tout le monde pour ça. C'est bien la peine de se faire chier, surtout que ça n'apportait que dalle, mais voilà, il fallait qu'on parle à tout le monde. Des tonnes de PNJ qui servaient à rien, qui sont là. Voilà, merci pour rien, quoi. Petite perte de temps, mais en revenant dans le hall où il y a Emilia, on va assister à une espèce d'incident un peu particulier, puisqu'il y a une passagère, une vieille dame du nom de Rose, qui a découvert que sa valise n'était pas sa valise, il y avait quelque chose d'autre que ses affaires, il y avait une espèce de masque bizarre et dérangeant dedans, et ouais, on se dit, ouais, t'as qu'à signaler ça au, au capitaine, et ils feront des recherches pour vous retrouver la bonne valise. Voilà, voilà. C'est tout. Mais bon, on traite déjà ça comme une espèce de pseudo-mystère, alors que le mystère, c'est juste quelqu'un a échangé les deux valises. Mais le truc un petit peu mystérieux là-dedans, c'est que le masque est un peu inhabituel. Voilà, mais je n'avais pas grand-chose d'autre à en dire. Mais c'est là qu'on va finir par avoir plus de précision par rapport à ça, et un truc qui nécessite, qui justifie une enquête, comme quoi en fait le masque en question qui a été trouvé, c'est un masque qui a été volé. Oh, c'est un masque rare et cher qui a été volé. Et on se demande bien, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est là qu'on va devoir faire un petit peu d'enquête sur d'où provient ce masque, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc, on trouvera, à l'aide du capitaine qui aura fouillé un petit peu, un mémo et un espèce de billet. Et c'est là qu'on a eu la phase d'enquête où j'ai le plus galéré jusqu'à présent. Parce que voilà, le mémo dit, donc, le gala, le Vistus qu'il faut, quoi, Vistus approprié, Vistus qui correspond, parce qu'il y en a 4 dans le coin, thé glacé et parasol et hamac jaune. Voilà. Et sur le coup, je me dis, tiens, ça veut juste dire qu'il faut commander du thé glacé et situé sur un parasol ou sous un parasol et sur un hamac jaune pour avoir pour justifier ce qu'il faut, c'est-à-dire pour avoir des informations sur le gala auprès du bon Viscuse. Mais c'était un petit peu plus complexe que ça, et suite aux petits témoignages, aux petits indices qu'on aura, il fallait comprendre que le Viscuse en question, il vous fera passer quelque chose, un indice sur le gala, que si vous lui commandez un nombre de thé glacé exact avec un nombre de sucre exact. Sachant que ouais, c'est cette espèce de notion de commande de boisson. C'était montré au début, je savais pas pourquoi on se faisait chier avec ça. Ah, une petite pause, on commande une boisson auprès d'un Viscuse, assez repris par rapport à ça. Et ouais, je sais pas comment on peut déduire de façon aussi évidente qu'il faut compter ce nombre précis, ces deux nombres-là, et savoir à quel nombre correspond le nombre de thé glacé qu'on doit commander et le nombre de sucre qu'on veut avec. Je trouve ça un petit peu gros, quoi. C'est un petit peu facile. Et donc, ouais, sur le coup, c'était pas super évident, donc j'ai mis un petit peu de temps, j'ai un peu galéré pour celui-là. Première fois que ça m'a fait galérer le jeu. Après, c'était pas pour grand chose. Mais bon, suite à cette énigme-là, on reçoit donc pas 6 verres, 7 verres de thé glacé et 6 sucres, mais on reçoit donc une espèce
de petits livrets qui correspondent à ce qui se passe dans la salle en question. Et il pouvait pas servir des thés glacés en plus, ce con-là. Merde, bref. On a donc une brochure qui indique un petit peu ce que sera ce qui se passera dans cette salle, et ce sera pas un gala comme l'a entendu parler Emilia, mais des enchères de biens volés, dont donc le fameux masque qu'on a trouvé, hein, qui est donc un masque volé, mais aussi différents trucs comme des recettes un peu spéciales d'un chef de renom, c'est important ça, et on n'en parle pas, mais un peu plus tard on dira qu'il était prévu que le violon qu'on a essayé de voler dans le chapitre 6 était prévu, allait être vendu à ses enchères. Bon, c'est un peu présomptueux de la part du voleur du chapitre 6 de le prévoir en vente aux enchères avant même de le voler. Parce que merde quoi, il a pas eu trop le temps de prévenir, hein, et puisqu'il l'a eu pendant à peine une dizaine de minutes, ce putain de violon. Mais voilà, c'est quand même très cool de faire ce petit dia-là. De dire voilà comment il allait écouler ça, faire vendre ce violon, et ben grâce à ces espèces d'enchères clandestines où seul un groupe de privilégiés richards peuvent se rendre. Mais bon, en revenant à enquêter auprès du masque pour avoir donc de quoi aller au bal, maintenant, puisque maintenant ils ont les indications qu'il faut être bien habillé, il y a un billet dans la malle, etc. Il n'y a plus que ça à faire, quoi. Hein. Maintenant, on a le truc pour repartir. Pour partir dans cette salle et coincer Kiss. Malheureusement, pendant qu'on n'était pas là, la mallette a été volée. Et alors, j'en ai pas parlé parce que voilà, depuis quelques temps, j'essaye vraiment d'être moins agressif envers certains Pokémon, mais punaise, celui-là, je suis désolé, je peux pas passer à côté, quoi. Alors, c'était dans la cabine du capitaine, pas exactement, c'était dans le pont du capitaine, et il y avait que le capitaine et son Pokémon qui s'appelle Tarinor ou Turinor, je ne sais plus, j'écris comme une putain de quiche. Vous avez son nom normalement si je l'affiche bien ça. Donc, c'est un Pokémon déjà au design très spécial, vraiment très spécial. S'accrocher, j'ai du mal avec et surtout, la spécificité, c'est qu'il ne perd pas le nord, mais de façon bête et méchante, il regarde toujours en direction du nord, et il ne peut pas regarder ailleurs. Voilà, dès qu'on essaye de tourner son regard, il se dit non, je regarde vers le nord, toujours en direction nord. C'est comme ça qu'il marche, le Pokémon. Vraiment. Alors, je pose une question légitime parce que dans les combats où il participe, parce que bon, c'est un Pokémon attrapé qui peut participer au combat, lorsqu'on veut le faire combattre un autre Pokémon et qu'il n'est pas face nord, le gars, il doit tourner son regard et pas regarder le Pokémon qui combat, comment il arrive à s'en sortir en fait si c'est comme ça que ça marche? Concept un peu con, je trouve, hein. Vraiment. Espèce de Pokémon boussole avec une gueule bizarre, voilà, c'est... Quoi qu'il en soit, vu qu'il avait toujours le regard porté sur le nord, là où se trouvait la mallette avec le masque et les objets qu'il y avait dedans, et ben... il a lâché la mallette des yeux pendant quoi, à peine 2-3 secondes, parce qu'il y a eu de l'eau qui lui est tombée dessus, et les objets ont disparu comme ça alors qu'il n'y avait personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Là c'est censé être une grosse énigme. Et honnêtement, même moi qui suis pas un fan de Pokémon, j'ai quand même le fort doute qu'il doit exister certains Pokémon qui ont la capacité de se fondre dans le décor, de disparaître. Mais personne se dit ça. C'est à nous de faire tout un tas d'enquêtes pour arriver à cette conclusion comme quoi ça doit certainement être un Pokémon qui disparaît. Waouh, bravo Sherlock. Ouh, extraordinaire. Extraordinaire, je vais passer des plombs avec ça. Et donc oui, on finit par soupçonner assez vite le chef cuisinier Gino, parce que oui, il a dit qu'il allait trouver de nouvelles recettes, et comme par hasard, il y a des recettes d'un chef de prestige qui sont vendues à ses enchères. Et il n'y a rien d'autre qui est mis en place, c'est forcément lui, quoi. Au début, je me suis dit,
qui vont essayer de la jouer un peu différemment et qui vont dire ouais tiens on a un suspect super évident ça peut être que lui et se dire ah, en fait non il y a une autre possibilité mais là c'est un suspect super évident on met en avant personne d'autre donc oui après quelques petites enquêtes pour comprendre un petit peu quelle trace a laissé ce Pokémon qui peut disparaître et on arrive aussi à l'identifier grâce au Pokédex d'Emilia parce qu'elle a un Pokédex sur elle ça s'appelle le Kecleon. Voilà, donc je sais pas trop d'où ça sort ce truc kick. Je vois que ça vient de caméléon, mais kick, je vois pas exactement ce que ça veut dire le jeu de mots par rapport à ça. Et donc, ouais, il y a apparemment aucun autre Pokémon qui peut faire ça, semble-t-il. Donc il aurait avalé le masque. Là, on dit ça, ouais, la façon dont ça a pu disparaître, ce masque et les autres trucs, c'est que il a dû les avaler et donc en étant à l'intérieur de son corps, ils ont disparu, ils sont devenus aussi invisibles que lui. Et ben dis donc, il a pas l'air d'avoir une bouche aussi grosse que ça pour que ça passe, mais apparemment oui, ça passe. Et, euh, et donc, ouais, quoi, on a la fameuse scène Hercule Poirot de fin d'affaire, la 4e pour l'instant, et c'est celle qui a le moins de crédibilité, de légitimité, parce que, finalement, il n'y a qu'un seul suspect, il n'y a personne d'autre à accuser, c'est lui, quoi. Et puis, même au début, on essaye de faire durer une espèce de pseudo-suspense, parce qu'à chaque début d'accusation, on accuse directement le responsable, et après, on fait les détails. Là, on fait quelques petits détails avant d'accuser le responsable, sachant que ça va pas super loin, puisque c'est évident, une fois de plus. Il y a son Kecleon qui est à côté de lui, qui est resté invisible pendant tout ce temps. On l'a fait se refaire voir, hein, et puis bon, on finit par donner son mobile, et voilà, il est arrêté, parce que il avait plus d'idées pour sa cuisine, si ça stagnait, etc. Et il cherchait à tout prix de nouvelles idées, c'est pour ça qu'il voulait à tout prix ces nouvelles recettes. Voilà, il était prêt à payer des fortunes, à aller jusque-là juste pour avoir de nouvelles recettes, alors que je sais pas, les recettes qu'il a jusqu'à présent, je suis sûr que ça continue d'être un franc succès, etc. C'est tout de même un chef renommé, mais il est prêt à aller à ces extrémités-là juste pour avoir une nouvelle recette en plus, quoi. Motivation de merde sans vouloir être vexant, hein, mais voilà, c'était juste histoire de faire une espèce de petite enquête avec un espèce de suspect à démasquer rapidement. Voilà, Hercule Poirot à nouveau. Et c'était super faiblard. Dire même celui de l'épisode 4, quoi, l'enquête de l'épisode 4, qui était assez évidente aussi, il y avait quand même pas mal de détails qui étaient intéressants à voir. Là, c'est super évident, tu vois tout de suite comment ça fonctionne, t'as pas d'autres suspects, t'as aucun développement un tant soit peu marquant ou quoi que ce soit, tu vois tout de suite que c'est lui, quoi. C'est dommage parce que le reste de l'affaire, le reste du chapitre, je trouve ça très bon. Mais cette espèce de parenthèse d'enquête, pour ce que ça vaut, je trouve que c'était pas grandement nécessaire. Mais c'était histoire de faire un nouveau moment à Hercule Poirot. Et ouais, ça n'a pas apporté grand chose. Bon, le plus important quand même, c'est que maintenant qu'on a démasqué le grand méchant et remis la main sur les objets, les artefacts et donc le billet qui permet d'entrer, on a la possibilité, ce coup-ci, d'entrer dans la salle des enchères et de retrouver la trace de Kiss. Seulement, voilà, il faut que ce soit habillé. On peut pas y aller en étant habillé trop décontracté. Il faut être super bien sapé, etc. Et si Emilia est prête à nous aider en disant ouais, moi j'ai une robe de soirée, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas trop prévu de tenue de soirée. Mais c'est pas grave, puisque ce jeu a décidé de nous la jouer Titanic l'espace d'un petit moment, avec la vieille dame qui a, comme par hasard, un costume chic dans ses bagages. Oh, ça appartenait à feu mon mari, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre comme solution. Et ouais, c'est trop Titanic, quoi. Quand Jack a besoin de l'aide de la nouvelle riche pour avoir son costume de soirée afin d'aller voir Rose. D'ailleurs, elle s'appelle Rose, la vieille dame, comme par hasard. Bref, ça m'a fait un petit peu sourire par rapport à ça. Ce qui m'a fait d'autant plus sourire, c'est le fait que Pikachu aussi essaye de s'habiller un petit peu élégamment pour cette soirée, et donc il a un nœud papillon. Et c'est tout. Alors, je ne sais pas exactement comment il fait pour attacher un nœud papillon tout seul
à sa fourrure, ça doit faire un mal de chien, quoi. Il la clip à sa fourrure. Je sais pas, c'est pas... Ça fait un petit peu bizarre, le coup, quoi. Mais voilà, tout le monde est en tenue cette soirée, on peut partir dans la salle des enchères, on passe les escrocs. Ouais, c'est ce qu'il y a des noms comme ça, vous voyez. Et donc on se retrouve dans la salle des enchères où on voit certains des trucs à vendre qui sont mis sous verre, etc. Et ouais, on découvre un petit peu le coin, il y a un Pokémon aussi, pas mal, plutôt cool, qui, d'après ce que j'ai compris, est une évolution du Pokémon bougie de départ, qu'on avait vu dans le chapitre 2. Donc ouais, quand ça évolue, ça devient quelque chose de plutôt classe, je le reconnais. Par contre, quand ça n'évolue pas, quand c'est à son stade de départ, c'est un petit peu naze quand même, hein. Bref. Ouais, on découvre un petit peu les gens sans grand intérêt. Alors, il y a un principe que j'ai pas bien saisi, j'ai peut-être pas bien pris ça comme il fallait, mais il y a ce concept de, avant que Kiss n'apparaisse pour vendre son virus R, j'en ai pas parlé, putain. C'est un petit peu important ce détail. Oui, avant que Kiss n'apparaisse pour vendre son virus R, parce que c'est pour ça qu'il est là, et apparemment c'est pour ça qu'il a fait son virus en grande partie. En tout cas, de sa part, c'est ça ses motivations, c'est que il veut juste les vendre. Voilà, on a une espèce de virus qui peut rendre un Pokémon berserk. Pas particulièrement plus fort, sans vouloir être vexant, parce qu'il dit oh, ça les rend plus fort. Ouais, je me demande bien en quoi ça te rend plus fort, merde. À chaque fois qu'on a confronté des Pokémon comme ça, même plus tard quand on va en confronter comme ça, putain, c'est super facile quoi. Ça se bat pas plus difficilement qu'un Pokémon normal. Ou alors c'est des Pokémon de merde à la base qui savaient pas se battre plus que ça, hein. C'est un détail, c'est un détail. Enfin bref, voilà, ses motivations, c'est le fric quoi. Semble-t-il. Il n'y a rien d'autre, c'est juste un mec vénal qui fait ça pour le fric. Je veux dire, c'est pas affreux ou affligeant comme motivation, j'en espère peut-être un tout petit peu plus. Mais voilà pourquoi il voulait l'exporter, ça servait à ça de l'exporter, c'est juste le vendre en fait à une enchère, c'est tout ça, ce que ça voulait dire en fait. Donc, bref, avant qu'il se présente aux enchères, il y a tout un délire que j'ai mal saisi, je pense, hein, où on peut utiliser l'argent sur le compte de Gino, hein, puisqu'on a pris un petit peu son compte à lui. Hein, on a 90 millions de yens ou je sais pas trop quoi, j'ai pas fait gaffe à la monnaie. Du coup, n'hésitez pas à me dire, je suis sûr que vous connaissez la monnaie du monde Pokémon. Hein. Et donc, oui, grâce à ça, on pourrait faire en sorte d'acheter les deux objets qui sont précédemment vendus aux enchères. Pour une raison qui m'échappe, puisque de toute façon, on a ciblé le truc. On sait que c'est illégal, on pointera ça à la police plus tard. Ça sert à quoi de les acheter? Non mais vraiment, ça sert absolument à rien de les acheter nous-mêmes de toute façon, vu que on fera venir les autorités après. Et étant donné qu'on aura certainement dénoncé ces espèces d'enchères illégales, ben ces objets seront repris logiquement. Hein. Je vois pas trop l'intérêt déjà de faire ça. Et puis bon, j'ai toujours été nul dans ce genre de jeu. Même dans Final Fantasy 9. Il me semble qu'il y avait un système d'enchères. À chaque fois, ça me gavait. J'arrivais jamais à faire ça comme il faut. Je suis pas fan des systèmes d'enchères personnellement. Et honnêtement, celui-là, il était pas fameux quoi. C'était pas super clair la façon dont ça marchait. Parce que à chaque fois, c'était celui qui voulait l'article, hein, l'enchérisseur qui voulait l'article, qui avait le dernier mot. Donc j'imagine qu'il fallait faire monter les enchères de façon à ce qu'on atteigne un prix trop gros pour qu'ils puissent vouloir le monter. J'imagine, mais voilà, on n'a pas d'autre choix. C'est très difficile de jauger ça. C'est en toute sincérité, j'avoue que j'ai pas vu l'intérêt de ça. Mais c'est comme le jeu avec Mias Max dans le chapitre 3. C'est une espèce d'à côté. Je sais pas ce que ça apporte. Tout ce que je sais, c'est que j'ai complètement foiré ça, donc... est-ce que ça apporte des cutscenes ou je sais pas quoi, je sais pas trop. J'ai pas particulièrement envie de réessayer ça, parce que c'est aussi un petit problème. Dans l'absolu, j'aurais pas été contre réessayer plusieurs fois pour me faire une idée et peut-être voir un peu ce que ça amène. Mais il y a un gros problème avec ce jeu, c'est que c'est de la sauvegarde automatique. Donc t'as fini un chapitre... tu poursuis un chapitre, t'es à tel ou tel moment dans le chapitre, bah c'est sauvegardé automatiquement, tu peux pas retourner en arrière comme ça.
Tu peux pas sauvegarder juste avant ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Donc, voilà, t'as loupé ce truc-là, ben c'est zappé. Hein, soit tu reprends le chapitre depuis le début, et c'est super cool, hein, parce que ces enchères, j'ai dû faire tout un tas de trucs bien chiants pour y venir. Comme je l'ai dit, il y a eu pas mal d'allers-retours quand même pour parler aux différents gens, etc. Donc, c'était... C'est que j'ai pas particulièrement envie de me faire chier juste pour réussir ça, quoi. voilà le détail à con. Voilà. C'était le petit ajout que j'ai pas bien saisi. Mais voilà, c'était là. Et, enfin bref, Kiss se présente devant toute l'audience pour vendre son produit, le R aux enchères, et il ne nous reconnaît pas. Alors on essaye de donner une explication à ça, c'est que on doit porter un espèce de petit masque quand on se présente à ces enchères. Et alors déjà... Je trouve pas que ce masque cache grand chose de qui on est. Vraiment, hein, un petit truc comme ça, quoi. Donc, c'est facilement reconnaissable si on connaît la personne, quoi. Et surtout, quoi, même en partant de ce principe-là, je peux comprendre que tu reconnaisses pas Tim parce que il est très quelconque, hein. Physiquement il est quelconque, faut avouer, hein, Tim, hein. Il est quelconque sur beaucoup de points, Tim. Mais, putain, Pokémon Pikachu, t'as le mec qui est accompagné d'un Pikachu avec sa putain de casquette de détective, et il porte un masque. Tu crois sincèrement que tu peux pas le reconnaître, là? Non! Il faut qu'on se dévoile mode dramatique. Si tu ne nous reconnais pas, c'est nous, Team Pikachu. Ouah. Ouais, vous m'avez eu, vous êtes bien fondu dans la foule, là, Bref, une fois qu'on se démasque devant lui et qu'on le surprend pour ses méfaits, il se barre avec son virus et donc ça va être la grande course-poursuite. Donc première étape de la course-poursuite, il utilise son virus R sur les deux escrocs pour nous combattre et on les bat avec un putain d'extincteur, merde. Ouais, c'est censé les rendre enragés et instoppables, mon cul, c'est de la merde ton virus R. C'est juste, ça les rend juste enragés, quoi, c'est tout ce que ça fait. Mais sinon, ils sont pas plus forts que ça et apparemment pas super réfléchis. Je vois pas en quoi c'est un super bon produit, en fait, hein. J'ai du mal à voir en quoi ça se vendrait super bien, ça. Mais bon, à part à des terroristes, mais c'est pas des terroristes, c'est des collectionneurs, des gens riches, quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt de vendre ce virus à ces enchères-là, en fait. Vraiment, enfin bon, après avoir battu vaillamment les escrocs, on doit lutter un petit peu contre ces deux autres Pokémon qu'il avait déjà montré avant, et sa tentative de fuite à coup de QTE, hein, parce que c'est que ça qu'il y a, et au bout d'un moment, on finit par l'avoir, il est sonné, il est arrêté, il y a le détective Holiday qui vient sur le paquebot, je sais pas trop comment. J'imagine que le capitaine a appelé les autorités, ils sont venus en bateau aussi, parce qu'on est encore à l'heure qu'il est sur le paquebot qui est en pleine mer, hein. On le voit après, donc ouais, j'imagine qu'il est venu comme ça, quoi. Il y avait un bateau qui a été affrété, qui a fait le trajet jusqu'au paquebot, et voilà, donc Kiss se fait arrêter, lui, le grand méchant, mais il est un peu énigmatique en disant « Ouais, je ne sais pas ce qui est arrivé à ton père, il est sans doute mort, vu la hauteur à laquelle il est tombé. » Mais un peu Pikachu dit « Ah, t'inquiète pas, si j'ai survécu, c'est qu'il a survécu. » Et on a ensuite Kiss qui dit « Ah, profitez bien du carnaval, hein, avant de partir. » Comme ça, très gratuitement, je vois pas du tout ce que ça veut dire, hein. Je rappelle, le carnaval en question, c'est celui qui avait été évoqué dès le chapitre 4. Voilà, il y a un carnaval Pokémon en grande pompe qui arrive, et ça va être le lieu du dernier chapitre. Et ouais, rien que le fait qu'il fasse allusion à ça, ça devrait un petit peu titiller les soupçons de nos personnages. Mais on va attendre un petit peu avant que ça vienne. Après ça, donc, on a un petit moment un petit peu joli entre Tim et Emilia qui sont toujours habillés chiquement et qui observent le feu d'artifice du paquebot en disant « Oh, c'est beau, etc. » Alors, on a fait des grandes choses aujourd'hui et bon, ça va pas plus loin que ça. Je sais pas, est-ce qu'on va essayer de concrétiser un petit peu cette relation, cette espèce de relation un chouïa mignonne qu'on essaye de faire, parce que c'est correct, hein, c'est pas sensationnel, mais c'est correct, hein. Mais ouais, j'ai le sentiment que ça irait pas plus loin que je sens une attirance pour elle, et il y a un début de truc qui va se faire entre nous, mais aucune concrétisation ou quoi que ce soit. Je sens que ça va être ça.
personnellement. Et après ça, on a une conversation entre Pikachu et Mewtwo. Mewtwo qui a décidé de venir le voir sur le paquebot, et Pikachu qui se souvient de sa promesse en disant « Ouais, j'ai t'ai promis de me débarrasser du virus R, de toutes tes cellules qui ont été piquées, je ne sais pas trop comment, une fois de plus. » Je sais pas si c'est particulièrement précisé ça. Et Mewtwo dit non, c'est pas fini. Je sens et qu'il reste certaines de mes cellules encore en activité. Il faut que tu les trouves. Voilà, il a cette espèce de sensation. Il sait qu'elles sont encore là, mais il sait pas les situer en fait. Il a des super pouvoirs de la mort qui tue, sauf que ça arrange pas le scénario. Parce que ça aurait été plus pratique ça, hein. Mewtwo avait qu'à sentir un petit peu la présence de ses cellules là où elles se trouvent, s'en débarrasser lui-même, et puis merde, non. Je sais pas quoi. J'ai toujours trouvé ce Pokémon pas super subtil ni même complexe dans ses désirs, quoi. Oh, il y a des humains qui ont été méchants avec moi, je vais débarrasser de tous les humains. Dans le film, c'était un peu le cas. Là, il y avait cette espèce de notion tyrannique un peu bébête, et là, c'est un peu pareil, quoi. Et à un moment, il dit, ah, si tu veux pas faire ça pour moi, je peux régler le problème rapidement en détruisant tout. Il crée une espèce de grosse boule en disant, oh, ok, je peux tout détruire. Et Pikachu dit, ok, non, attends, on s'en charge. C'est un bourrin qui a pas de grande subtilité, Mewtwo, pour moi, hein. Je dis, il est classe, je reconnais qu'il est classe, mais honnêtement, c'est pas un Pokémon sensationnel. Il est de la génération 1, c'est dingue! Waouh! J'ai dit du mal à la Pokémon de la génération 1! Voilà, c'est dit ça. Donc ouais, l'affaire n'est pas terminée. Il reste encore à savoir ce qui est arrivé à Harry. Et comme je l'ai dit dès le chapitre 2, j'ai une très forte idée de ce que c'est. Nous... on termine ce chapitre avec les notes qu'on a trouvées dans la chambre de Kiss, parce qu'il y a quand même quelques petits compléments d'enquête à faire, hein. Faut pas se dire que c'est terminé. Et les notes qu'on trouve, c'est pas très compliqué, ça montre qu'il avait déjà un chef au-dessus de lui, donc c'est pas le grand méchant. Donc je réitère mon avis, mes soupçons, ça va être le producteur blond qu'on a vu il y a quelques épisodes de ça, qui est apparu dans le chapitre 5, ça me paraît très probable. Et Roger, c'est ça, Roger. Et donc il a prévu, avant d'aller vendre son virus R sur le paquebot, tout un tas de préparatifs pour s'occuper d'un espèce de grand événement où il y aura le GNN. Et ce grand événement, on découvre assez vite que c'est le fameux carnaval Pokémon. Il faudra faire des trucs, il faudra un petit peu sauver la situation. L'événement consistant à relâcher tout un tas de virus R parmi tous les Pokémon de la foule qui feront un massacre. Donc ouais, ça a l'air d'être un sale connard qui veut faire le mal pour faire le mal, semble-t-il. Je ne sais pas, hein, j'ai pas encore les motivations du grand méchant de fin. Hein, qui à nouveau, je suis sûr à 90% que c'est Roger là maintenant. Et oui, parce que je suis sûr qu'on pourrait aussi un peu soupçonner le mec, le chef de la chaîne, le président de la chaîne, mais c'est un peu trop le stéréotype basique du méchant chef d'entreprise, en gros, pour aller plus loin que ça, en fait. Je trouverais ça même dommage que ce soit lui, finalement. Mais ouais, en dehors de ça, je vois pas un grand monde qui pourrait être susceptible d'être le coupable. C'est pas Meiko, peut-être? La caméraman, ce serait elle? J'ai des doutes, je vous cache pas. D'ailleurs, si c'était Meiko la caméraman, je vois pas pourquoi elle aurait fait en sorte de filmer ne serait-ce que Kiss lors de la manifestation de Dracofeu là, lors de l'incident de Fine Park il y a un an de ça. Donc ouais, je vois pas d'autres personnes à part Roger qui irait bien pour ce rôle en fait. Mais oui, il y a que ces 4 personnages là quoi, c'est-à-dire Emilia, Meiko, Roger et le président Graham, il me semble, Graham. Il y a que ces 4 là qui sont mis en avant. Donc je vois personne d'autre que ça pourrait être. Et le plus à même, celui qui correspond plus, c'est clairement Roger pour moi. Et oui, je dis ça parce que les indices qu'on montre dans les documents de Kiss, c'est que on a prévu des plans pour le carnaval, quoi, comment se déroulerait le carnaval, et Kiss
d'après ce qu'on dit, n'était plus à la GNN à ce moment-là. Donc ça s'est fait après que Kiss ait été découvert comme traître, et donc ça peut être que quelqu'un du GNN qui est complice. Et ça me fait poser une grosse question. Mais vraiment une grosse question de logique. Parce que pour moi, c'est pas très logique, quoi. Ça veut dire que ça s'est fait en l'espace de quelques heures après qu'on ait découvert que c'était un traître Kiss. Je sais pas, je pose la question parce que les événements se sont enchaînés assez vite, hein, à partir du moment où on a découvert que c'était lui qui était responsable du virus R. Juste après son évasion, on a découvert que le talisman avait une fonction appareil photo. Je pense pas qu'on ait pris des lustres pour faire développer ces photos, je pense que ça s'est fait du jour au lendemain, ce serait la logique même. Et à peine le lendemain, donc, quand on a fait développer ces photos, on est parti en quête des entrepôts où le virus se faisait, et le jour même où on a fait cette enquête-là, on a été transporté dans le paquebot, où on a découvert Kiss. Donc ça fait à peine une journée, en gros, hein. Une journée depuis que Kiss a été dévoilé. Et vous essayez de me dire que ces plans pour poser le GNN au sein du carnaval Pokémon, ça s'est fait durant ce court laps de temps, sachant que quand même Kiss devait préparer la vente aux enchères, il n'était pas tout le temps là, quoi. Donc c'était une fenêtre de temps super courte durant laquelle le chef de Kiss a su les plans précis pour le carnaval, quoi. Ça s'est décidé genre quelques heures après. Et il est plus là, Kiss. Ok, tant pis, on décide de quels seront les plans pour le carnaval. Et le mec a eu le temps de passer ses plans à Kiss pour qu'il installe tout le virus à fond pour le carnaval, et après avoir fait ça, il a encore eu le temps de préparer son virus pour les enchères. Putain, vous allez vite, hein. Vous allez super vite, les gars. En termes de temporalité, c'est un peu moyen, je trouve. Mais globalement, je sais que je me plains comme d'habitude de détails. Globalement, j'ai apprécié. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est la petite parenthèse enquête sur le chef cuistot, qui était basique, simple et évidente. Et ça m'embête qu'on fasse tout un tas d'enquêtes poussées pour comprendre des trucs aussi simples une fois de plus. On est l'avant-dernier chapitre. Ce genre d'enquête, c'est de la logique qui se verrait au chapitre 2 ou 3, quoi. C'est dingue que le chapitre 3 est l'enquête la plus mieux amenée, la plus finement pensée et la moins évidente, merde. Le chapitre 3, et on n'arrête pas de faire de nouveaux chapitres qui sont de plus en plus évidents après ça en termes d'enquête, merde. Oh, je trouve ça un peu dommage, vraiment. Voilà, mais c'était une parenthèse. Le gros souci, c'était de retrouver la trace de Kiss, de trouver un moyen d'entrer dans cette pièce. Et il y avait pas mal de tensions, de moments forts. Bon, Tim est toujours aussi basique, mais il était un peu mignon. Son espèce d'attachement avec Emilia était mignon et sympathique. Il y avait pas mal de petits moments forts, intéressants. J'ai apprécié ça, j'ai grandement apprécié ça. La petite enquête, parenthèse, j'ai trouvé ça un peu moyen, voilà. Ça aurait pu être mieux, mais globalement c'était un épisode très sympathique, un chapitre très sympathique. Et on va voir ce que la fin nous réserve, il ne nous reste plus qu'un seul chapitre. À bientôt pour la conclusion, au revoir.